Les vainqueurs racontent l'histoire et les vainqueurs imposent leurs lois. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique sortaient alors le plus grand vainqueur dans cette guerre-là. Ils ont décidé de raconter l'histoire et d'imposer leurs lois. Ils ont décidé de faire du dollar la monnaie de change mondiale, ce qui a poussé le dollar à grandir, à être encore une monnaie plus forte que jamais. Mais seulement aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, avec le conflit qui approche à Taïwan, avec le changement de l'ordre mondial, les pays du BRICS ont décidé de faire chuter le dollar plus bas que terre. Et dans cette chute-là, ils veulent changer le rapport de force sur les marchés internationaux et les changements de devises. Ceux qui ont décidé que pour changer, que pour acheter, que pour faire des transactions, il fallait passer par le dollar, vont donc voir ce dollar-là aujourd'hui chuter. Parce qu'il y a des pays qui estiment qu'ils sont suffisamment forts pour ne plus se laisser impressionner par les États-Unis d'Amérique. Voici donc la guerre au billet vert qui est déclarée et ouverte. La team, écoutez cette vidéo. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi une banque comme les BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie capable de financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine et entre autres les autres pays des BRICS? Le ton est donné, la guerre au billet vert une nouvelle fois déclarée. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la première monnaie de réserve mondiale. Grand Angle qui pose aujourd'hui cette question, est-ce la fin du dollar? La monnaie américaine est aujourd'hui encore la monnaie de référence mondiale, la moitié des échanges commerciaux planétaires se faisant en billets verts, un outil de domination et d'influence géopolitique pour les États-Unis que certains pays comme la Chine en tête, mais encore la Russie ou le Brésil veulent contrecarrer, et pourquoi pas avec le lancement de leur propre monnaie. Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer dans notre propre monnaie? Et pourquoi n'avons-nous pas la volonté d'innover? Nous avons besoin d'une monnaie qui mette les pays dans une situation un peu plus sereine. Car aujourd'hui, un pays doit courir après les dollars pour exporter, alors qu'il pourrait exporter dans sa propre monnaie. Et les banques centrales pourraient certainement s'en charger. C'est vrai ça, Jean-Michel Quatrepoint. Qui a décidé que le dollar serait la monnaie de référence mondiale? Ça remonte à Bretton Woods en 1944. Oui. On a dessiné le nouveau système financier international. Oui, et qui s'est organisé autour de la puissance dominante, qui était les États-Unis. Vainqueur de cette guerre. Vainqueur de cette Seconde Guerre mondiale, voilà. Les États-Unis ont pris la place de la Grande-Bretagne. Bon. Donc, la monnaie dominante est celle du pays qui domine. Et les États-Unis ont dominé pendant 60 ans, 70 ans, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, il faut jamais oublier ça. Et le dollar était une valeur refuge. Alors dès 1965, Lula n'a rien inventé, il y avait un homme qui s'appelait le général de Gaulle qui avait dénoncé le privilège exorbitant du dollar. Ça commençait à tanguer pour le dollar dans ces années. Oui, mais déjà. Et la guerre du Vietnam. Oui. Et la guerre du Vietnam, oui, parce que les Américains finançaient leur guerre du Vietnam grâce au dollar et à leur déficit. Et donc De Gaulle avait dénoncé ce privilège exorbitant. Il avait même commencé à rapatrier les stocks d'or qui étaient tous détenus quasiment aux États-Unis, à la Réserve fédérale de New York. Je les ai vus, moi, les stocks d'or à l'époque. Il avait envoyé un cuirassé. Oui, tout à fait, pour les ramener. Hein. Et ce qui avait beaucoup indisposé les Américains. Et puis en 71, les Américains ont décidé unilatéralement de décrocher le dollar de l'or, c'était le 15 août 71. Avec une volatilité de la monnaie. Et ensuite, on a dit la monnaie va fluctuer, et fluctuer en fonction des intérêts, évidemment, des États-Unis. Donc, tout ça, alors les Chinois, eux, ont commencé à manifester une envie d'exister en tant que puissance monétaire, ça fait déjà une quinzaine d'années. Le dollar, le billet vert est accepté partout dans le monde. Tout le monde connaît le billet vert dans les coins les plus... C'est la monnaie universelle, en clair. Alors que l'euro, personne ne connaît. Hein, vous allez avec un euro en Afrique, en Amérique du Sud, bon, on l'échange, mais la population ne connaît pas l'euro. C'était la force du dollar. Le billet vert, c'est le green box. Hein. C'est lié au PIB de la part de l'Europe dans le PIB mondial. La Chine a 27% du PIB mondial est chinois. Oui. Les Américains, c'est 17%. Les Européens, sans doute... En parité de pouvoir d'achat. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est justement, Slimane, c'est ça aussi qui fait la force du dollar et des États-Unis, c'est
que 40% de la dette mondiale est libellée en dollars. Oui. C'est un instrument énorme en termes de géopolitique. Non, mais bien sûr, on n'est pas encore à la fin de l'hégémonie du dollar. Mais il y a eu 3 dates en tout. 1945, qu'on vient d'annoncer, donc l'instauration du dollar comme monnaie de réserve, monnaie étalon. 1971, le découplage du dollar avec l'or qui a poussé des puissances comme la France à retirer leur or des États-Unis. Mais il y a une 3e date, c'est le 26 février dernier, lorsque la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, la France et l'Allemagne et l'Italie ont décidé de geler l'argent de la Banque centrale russe, c'est-à-dire en devises étrangères, 700 milliards de dollars. 300 milliards. Oui, et ça à ce moment-là, ça a fait peur à pas mal de pays. Et ça a été une secousse qui a été ressentie dans le monde entier, parce que toutes les puissances se sont rendues compte qu'en disposant de réserves en dollars, elles s'exposaient, elles encouraient le danger d'être frappées en retour par les Américains. D'où la volonté d'instaurer des monnaies alternatives. Et la Chine, comme elle contrôle à peu près 40% du commerce mondial, elle a la force de le prouver. Et d'ailleurs, le siège du FMI pourrait changer et aller s'installer à Pékin. Et justement, Slimane, on est au cœur du problème avec ce que vous évoquez. On va tout de suite regarder aussi quels sont les avantages concrets qu'ont les États-Unis à conserver leur dollar comme monnaie principale des échanges mondiaux, comme monnaie de réserve. Et on va revenir aussi sur les déclarations de Lula qu'on a entendues il y a quelques instants. Ça dit beaucoup de choses avec Mevalo. Regardez. Lula est de retour en Chine, près de 20 ans après sa première visite. Avant Pékin ce vendredi, Shanghai, pour l'intronisation à la tête de la Banque des BRICS qui réunit le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, de Dilma Rousseff, sa disciple qui lui a succédé à la présidence brésilienne en 2011. L'occasion pour l'ancien syndicaliste revenu au pouvoir de dire au monde que son pays est de nouveau sur la scène internationale et de s'en prendre au dollar. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi une banque comme les BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie capable de financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine et entre autres les autres pays des BRICS? Le ton est donné, la guerre au billet vert une nouvelle fois déclarée. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la première monnaie de réserve mondiale. Les différentes banques centrales nationales, qui constituent des réserves de change à la fois en devises étrangères et en or, le font en majorité en devises américaines. Utilisées aussi dans la plupart des échanges commerciaux entre pays et dans les contrées les plus reculées du monde. Une suprématie monétaire vainement contestée par le Japon, la création de l'euro s'est faite avec l'aval de Washington. Sa part dans les réserves des banques centrales stagne autour de 20% contre 60% pour le dollar. Mais la Chine verrait bien sa monnaie supplanter ce symbole de la puissance économique américaine et elle multiplie les accords avec certains de ses partenaires commerciaux pour s'en passer et libeller leurs échanges en yuan ou dans les monnaies respectives des pays. Le Covid, la guerre en Ukraine, les sanctions économiques visant la Russie, les faillites récentes de certaines banques occidentales ont accéléré la défiance à l'égard du dollar. La défiance contre le dollar, la peur, on va y revenir justement, qui a provoqué aussi cette guerre en Ukraine avec les sanctions contre la Russie. Et ça pousse pas mal de pays aujourd'hui justement à se dire, il faut que le dollar, on s'en débarrasse en fait. Oui, mais c'est à cause de l'extraterritorialité du droit américain. Justement, expliquez-nous ce que c'est que cette extraterritorialité. C'est important. Hein. Les Américains estiment que toute transaction en dollars transite par les États-Unis. Donc ils ont un droit de regard dessus. Donc ils ont un droit de regard. Donc si vous commercez, la Russie est sous sanction, mais avant il y avait le Soudan, l'Iran, etc. Donc si je commerce, je suis une banque, comme BNP Paribas par exemple, si je finance des opérations sur le Soudan, qui est sous sanction américaine, ça transite forcément par les États-Unis, et à ce moment-là, je rentre dans le champ des sanctions. Et les Américains ont un moyen de pression formidable, c'est qu'ils expliquent à la banque, si vous ne payez pas l'amende, vous ne pouvez plus exercer aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé justement en Iran aussi pour pas mal de sociétés françaises. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, évidemment, vous y regardez à deux fois avant de traiter avec ces pays. Ouais. Et avec la guerre en Ukraine, les sanctions ont été étendues, élargies. Il y avait déjà des sanctions avec la Russie, ça a été étendu, élargi. Et comme beaucoup de pays
commerce avec la Russie, ne serait-ce que pour leur acheter des matières premières. Donc à partir de là, ils se sont dit, mais c'est un problème. Donc d'où l'idée, effectivement, de se passer du dollar dans les échanges commerciaux. Oui, et on voit que c'est en train d'arriver avec les BRICS notamment. Les BRICS, on rappelle ce que c'est. C'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, justement. Et eux, ils veulent utiliser leur propre monnaie. On se dirige quand même vers le yuan, Binta Bari. Peut-être. En tout cas, les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. C'est maintenant un PIB sur ces 5 pays qui est supérieur au PIB des pays du G7, environ 31,5%. C'est aussi des pays qui traditionnellement ont des rapports privilégiés avec l'Afrique parce qu'ils ont partagé pendant très longtemps les mêmes contraintes sur et la ont eu question les des mêmes matières premières, qui justement dont les échanges se font principalement en dollars. Oui. Là, il y a quelque chose d'important à jouer. Exactement. Oui. Et donc ces anciens pays qui ont fait partie à un moment de cette mouvance des non-alignés à l'époque critique de la guerre froide ont une volonté finalement de retrouver une certaine souveraineté, une certaine autonomie économique vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Occident en général. Et on le sait, l'un des attributs de la souveraineté, c'est la capacité de pouvoir contrôler, battre sa propre monnaie. Cela leur permettrait d'être autonomes et de pouvoir plus facilement commercer dans le monde dans une monnaie qui serait arrimée, donc qui serait, on va dire, dont le sous-jacent serait, si ça se matérialise, toutes les commodities qu'elles produisent. Alors ça, c'est l'idée. Mais est-ce que c'est possible concrètement? Je vous vois un peu dodeliner de la tête là. Slimane, allez-y. Un des principaux soutiens du dollar, c'est le commerce du pétrole, qui reste la première source d'énergie au monde. On en consomme à peu près 100 millions de barils chaque jour, dont 10 millions uniquement par la Chine, qui est le plus gros consommateur de pétrole, et un pays qui était jusqu'ici un allié, mais vraiment indéfectible des États-Unis, à savoir l'Arabie Saoudite, vient de décider d'échanger avec son principal fournisseur et son premier client, c'est-à-dire la Chine, en rial saoudien et en yuan chinois. On voit bien là, ça c'est un tournant majeur. La Chine